Le 23 décembre 2016, par une nuit de tempête de neige particulièrement violente dans les Alpes françaises, Pierre et Colette Moreau, un couple de grands-parents âgés de 68 et 65 ans, disparurent mystérieusement avec leurs 3 petits-enfants, Emma, 8 ans, Lucas, 6 ans, et la petite Sophie, 4 ans, dans leur chalet familial isolé de Chamonix, créant l'une des affaires de disparition les plus troublantes de la région alpine. La famille était arrivée au chalet Les Sapins 3 jours plus tôt pour passer les vacances de Noël ensemble, une tradition annuelle que Pierre et Colette chérissaient depuis la naissance de leurs petits-enfants. Ce soir-là, les parents des enfants, Marie et Thomas Dubois, étaient bonnets restés à Paris pour terminer leurs préparatifs de Noël et devaient rejoindre le chalet le lendemain matin, 24 décembre, pour célébrer ensemble la veille de Noël. D'où nous lisez-vous? Partagez votre ville et votre pays dans les commentaires avant de continuer cette histoire. Vers 19h30, Pierre avait envoyé un dernier message WhatsApp à sa fille Marie, accompagné d'une photo des enfants devant la cheminée. « Tout va bien ici. Les petits sont ravis. La neige tombe fort, mais nous sommes bien au chaud. À demain pour Noël !» Quand Marie et Thomas arrivèrent au chalet le matin du 24 décembre, ils trouvèrent la maison vide, les lits intacts, le feu éteint dans la cheminée et aucune trace de leurs proches, comme s'ils s'étaient volatilisés dans la nuit glaciale. La voiture de Pierre était toujours garée devant le chalet. Les manteaux et chaussures de neige étaient dans l'entrée et un repas à moitié préparé attendait sur la table de la cuisine. Mais Pierre, Colette et les 3 enfants avaient disparu sans laisser la moindre trace. 7 ans plus tard, la découverte d'un tunnel secret sous le chalet révélerait une vérité si choquante qu'elle remettrait en question tout ce que la famille croyait savoir sur cette nuit fatidique qui avait bouleversé leur existence. L'enquête menée par la brigade de recherche de Chamonix et coordonnée par le capitaine Julie Mornay révéla rapidement l'ampleur du mystère qui entourait la disparition simultanée de 5 membres de la famille Moreau. Les premières investigations se concentrèrent sur l'hypothèse d'une sortie nocturne qui aurait mal tourné, peut-être une promenade pour admirer la neige ou chercher du bois de chauffage. Mais l'absence de traces dans la neige fraîche autour du chalet contredisait cette théorie. Les conditions météorologiques cette nuit-là avaient été particulièrement sévères, avec des vents violents, une visibilité quasi nulle et une température de 15 degrés C, rendant improbable une sortie volontaire avec 3 jeunes enfants. L'analyse de la scène révéla des détails troublants. La télévision était encore allumée sur une chaîne pour enfants. Des jouets étaient éparpillés dans le salon et un puzzle de Noël était à moitié terminé sur la table basse, suggérant que la famille avait été interrompue au milieu d'une soirée paisible. Marie et Thomas, interrogés longuement par les enquêteurs, ne purent fournir aucune explication logique à la disparition, confirmant que Pierre et Colette étaient des grands-parents responsables et expérimentés, qui n'auraient jamais mis les enfants en danger. L'examen du téléphone portable de Pierre révéla ses dernières recherches Internet sur la météo locale et des sites de recettes de Noël. Rien qui puisse expliquer ce qui s'était passé. Les équipes de secours en montagne, dirigées par le PGHM, peloton de gendarmerie de haute montagne, organisèrent des recherches massives dans un rayon de plusieurs kilomètres autour du chalet, utilisant des chiens de recherche, des hélicoptères équipés de caméras thermiques et des dizaines de bénévoles expérimentés en secours hivernal. Malgré ces efforts considérables qui se poursuivirent pendant 3 semaines, aucune trace des disparus ne fut découverte, et l'enquête officielle fut progressivement réduite, bien que le dossier restât ouvert. Les théories les plus diverses émergèrent. Enlèvement, accident de montagne, fugue collective, ou même phénomènes paranormaux, mais aucune ne put être étayée par des preuves concrètes. La famille élargie et les amis organisèrent des battues bénévoles qui continuèrent sporadiquement pendant des mois, fouillant grottes, ravins et chalets abandonnés. Mais le mystère demeurait intact. Les années qui suivirent la disparition furent marquées par l'obstination de Marie et Thomas à maintenir vivant l'espoir de retrouver leurs enfants et les parents de Marie, refusant d'accepter l'idée qu'ils puissent avoir péri dans la montagne sans laisser de traces. Le chalet Les Sapins fut conservé exactement en l'état où il avait été trouvé le 24 décembre 2016.
devenant un sanctuaire figé dans le temps, où Marie venait régulièrement pour sentir leur présence et chercher des indices que l'enquête officielle aurait pu manquer. Marie créa une association appelée « Retrouvons-les », qui coordonnait les recherches privées, finançait des détectives spécialisés dans les disparitions inexpliquées et maintenait une campagne médiatique pour garder l'affaire dans l'attention publique. Chaque anniversaire de la disparition, la famille organisait des rassemblements commémoratifs qui attiraient des centaines de personnes, des médiums aux enquêteurs amateurs, tous unis par le désir d'élucider ce mystère troublant. Thomas, ingénieur de formation, développa une obsession pour l'analyse technique du chalet, étudiant les plans originaux, les modifications apportées au fil des années, et même la géologie du terrain, convaincu qu'un détail architectural pourrait expliquer la disparition. Les détectives privés engagés par la famille explorèrent des pistes variées, témoins potentiels dans les villages voisins, analyse des réseaux sociaux, vérification des antécédents de tous les ouvriers ayant travaillé sur le chalet, mais aucune investigation ne produisit de résultats tangibles. L'affaire attira l'attention de documentaristes et d'émissions spécialisées dans les mystères non résolus, faisant du chalet « Les Sapins », un lieu de pèlerinage pour les passionnés de faits divers et les curieux du paranormal. Des médiums et voyants du monde entier proposèrent leurs services, certains affirmant recevoir des messages des disparus, mais leurs révélations se révélaient invariablement contradictoires et invérifiables. Au fil du temps, certains membres de la famille élargie commencèrent à suggérer qu'il fallait faire le deuil et accepter la réalité d'un accident tragique. Mais Marie et Thomas refusaient catégoriquement cette résignation, alimentant parfois des tensions familiales sur la meilleure façon d'honorer la mémoire des disparus. Les autorités locales, tout en maintenant officiellement le dossier ouvert, réduisirent progressivement les ressources allouées au cas, considérant que toutes les pistes raisonnables avaient été exhaustivement explorées sans succès. Le 15 novembre 2023, exactement 6 ans et 11 mois après la disparition, Thomas Dubois fit une découverte qui allait bouleverser l'enquête et révéler un secret architectural que personne n'avait soupçonné pendant toutes ces années de recherche. Alors qu'il effectuait des travaux de rénovation dans le sous-sol du chalet, déterminé à transformer l'espace en mémorial pour les disparus, Thomas remarqua une irrégularité dans l'épaisseur du mur de pierre qui séparait la cave de ce qu'il pensait être le terrain naturel. Intrigué par cette anomalie qu'il avait mesurée précisément, il commença à sonder le mur avec ses outils d'ingénieur et découvrit qu'il sonnait creux à un endroit spécifique. Après avoir retiré soigneusement plusieurs pierres, Thomas mit au jour l'entrée dissimulée d'un tunnel souterrain parfaitement maçonné qui s'enfonçait dans l'obscurité sous la montagne. L'entrée était si habilement camouflée que même les experts en bâtiment qui avaient examiné le chalet en 2016 ne l'avaient pas détecté. Thomas, tremblant d'émotion et d'appréhension, appela immédiatement Marie, puis la police, comprenant qu'il avait peut-être trouvé la clé du mystère qui les torturait depuis 7 ans. L'examen préliminaire du tunnel par les gendarmes révéla une construction sophistiquée, datant vraisemblablement de la Seconde Guerre mondiale, quand la région était occupée, et que de nombreux passages secrets avaient été creusés pour la résistance française. Le tunnel, long d'environ 200 mètres, reliait le sous-sol du chalet à une grotte naturelle située de l'autre côté de la montagne, complètement invisible depuis le chalet et inaccessible par les sentiers normaux. Plus troublant encore, les enquêteurs découvrirent rapidement que le tunnel était en parfait état d'entretien, avec un système d'aération fonctionnel, un éclairage électrique discret alimenté par un générateur caché, et même des provisions stockées dans des niches aménagées le long des parois. Cette découverte suggérait que quelqu'un connaissait l'existence de ce passage secret et l'utilisait régulièrement, peut-être depuis des années, sans que les propriétaires du chalet n'en aient jamais eu connaissance. L'exploration complète du tunnel secret par les équipes spécialisées de la police scientifique révéla une vérité encore plus choquante que tout ce que Marie et Thomas auraient pu imaginer dans leur pire cauchemar. À l'extrémité du tunnel, dans une grotte naturelle aménagée avec un confort rudimentaire mais fonctionnel, les enquêteurs découvrirent les corps des 5 membres de la famille Moreau,
parfaitement conservés par les conditions particulières de froid et d'humidité de la caverne souterraine. Pierre et Colette étaient assis côte à côte sur un banc de pierre, tenant dans leurs bras les 3 enfants, dans une pose qui suggérait qu'ils avaient été empoisonnés simultanément par une substance qui les avait tués paisiblement dans leur sommeil. L'analyse médico-légale révéla la présence de monoxyde de carbone dans leurs organismes, un gaz inodore et mortel qui avait été délibérément diffusé dans la grotte par un système sophistiqué connecté au générateur électrique. Plus troublant encore, les enquêteurs trouvèrent des caméras de surveillance dissimulées dans le tunnel et la grotte, ainsi qu'un équipement d'enregistrement qui avait documenté les derniers moments de la famille et était relié à un ordinateur portable caché dans une anfractuosité de la roche. L'examen de l'ordinateur révéla des centaines d'heures d'enregistrement qui montraient que Pierre, Colette et les enfants avaient été attirés dans le tunnel cette nuit de décembre 2016 par quelqu'un qu'ils connaissaient et en qui ils avaient confiance, quelqu'un qui avait activé le système de diffusion du monoxyde de carbone une fois qu'ils étaient tous dans la grotte. Les fichiers informatiques contenaient également des plans détaillés du chalet, des horaires de surveillance de la famille et des notes personnelles qui révélaient une obsession malsaine pour Marie et les enfants, écrites dans un français parfait, mais avec des expressions qui trahissaient une origine étrangère. L'enquête technique révéla que le système d'empoisonnement avait été conçu pour être à la fois indolore et indétectable, utilisant le générateur électrique pour chauffer un mélange chimique qui produisait le gaz mortel de manière progressive et silencieuse. La découverte la plus effrayante fut un journal personnel retrouvé dans la grotte, dans lequel l'auteur décrivait son plan minutieusement préparé pendant des mois, sa surveillance obsessionnelle de la famille et sa justification tordue d'un acte qu'il considérait comme un sacrifice nécessaire pour purifier ce qu'il percevait comme une famille imparfaite. L'identification du meurtrier s'avéra être l'aspect le plus choquant de toute l'affaire, révélant une vérité que personne dans la famille n'aurait pu soupçonner. L'analyse des empreintes digitales trouvées dans la grotte et sur l'équipement technique mena les enquêteurs à Henrik Larsen, un homme de 54 ans, d'origine danoise, qui travaillait comme gardien et homme à tout faire pour plusieurs chalets de luxe dans la région de Chamonix depuis plus de 15 ans. Henrik avait été employé occasionnellement par Pierre et Colette pour l'entretien de leur chalet depuis 2010, effectuant des réparations mineures, de la peinture et la maintenance hivernale, gagnant progressivement leur confiance et celle de toute la famille. L'enquête approfondie sur Henrik révéla un passé troublant. Condamné dans son pays natal pour harcèlement et violence conjugale, il avait quitté le Danemark en 2008 pour échapper à ses obligations légales et s'était installé en France sous une fausse identité que les autorités n'avaient jamais vérifiée. Les perquisitions à son domicile, un petit appartement situé dans un village voisin, révélèrent une véritable chambre de surveillance consacrée à la famille Moreau. Des centaines de photographies prises à leur insu, des plans détaillés du chalet, des horaires de leur séjour et même des enregistrements audio de leurs conversations obtenues grâce à des micros dissimulés qu'il avait installés lors de ses interventions d'entretien. Henrik avait développé une obsession pathologique pour Marie, qu'il considérait comme sa femme destinée, et percevait Pierre, Colette et les enfants comme des obstacles à son fantasme délirant d'une relation amoureuse avec elle. Son journal personnel révélait qu'il avait découvert le tunnel secret en 2014, lors de travaux dans le sous-sol, et l'avait secrètement aménagé comme base d'opération pour ses activités de surveillance, installant progressivement l'équipement sophistiqué qui lui permettait d'espionner la famille sans être détecté. Le plan d'empoisonnement avait été minutieusement préparé pendant des mois, Henrik attendant l'occasion parfaite où les grands-parents seraient seuls avec les enfants pour mettre son plan à exécution, croyant de manière délirante que la disparition de ces obstacles permettrait à Marie de comprendre qu'elle était destinée à être avec lui. L'arrestation de Henrik Larsen dans son appartement révéla l'ampleur de sa surveillance obsessionnelle et la sophistication de ses préparatifs criminels, choquant même les enquêteurs les plus expérimentés par le degré de planification et de manipulation psychologique impliqués dans ce crime prémédité. Confronté aux preuves accablantes trouvées dans la grotte et à son domicile,
Henrik avoua rapidement les meurtres, mais sans manifester le moindre remords, expliquant aux enquêteurs avec un détachement terrifiant comment il avait convaincu Pierre et Colette de le suivre dans le tunnel cette nuit-là, en prétextant une fuite de gaz dangereuse dans le chalet qui nécessitait leur évacuation immédiate par la sortie de secours. Les grands-parents, ayant une confiance totale en Henrik après des années de collaboration, avaient suivi ses instructions sans hésiter, emmenant les 3 enfants dans le tunnel où Henrik les avait guidés jusqu'à la grotte, en affirmant qu'ils devaient attendre là que les services d'urgence sécurisent le chalet. Une fois tous les 5 dans la grotte, Henrik avait activé son système d'empoisonnement depuis l'extérieur et était resté à regarder mourir ses victimes à travers les caméras de surveillance qu'il avait installées, documentant leurs derniers moments dans ce qu'il décrivait comme un rituel de purification nécessaire. L'enquête révéla que Henrik avait continué à surveiller Marie et Thomas pendant les 7 années suivantes, utilisant le tunnel pour accéder secrètement au chalet et observer leurs douleurs et leurs recherches, trouvant une satisfaction perverse dans leur souffrance qu'il considérait comme une étape nécessaire de son plan délirant. Les psychologues criminels qui l'examinèrent diagnostiquèrent une forme sévère de trouble délirant érotomaniaque, une maladie mentale rare caractérisée par la conviction délirante qu'une autre personne est amoureuse du patient, souvent accompagnée de comportements de harcèlement et parfois de violence. Henrik avait également installé des dispositifs d'écoute dans l'appartement parisien de Marie et Thomas, leur voiture, et même les bureaux où ils travaillaient, créant un réseau de surveillance totale qui lui permettait de suivre tous leurs mouvements et conversations privées. La découverte de cette surveillance généralisée révéla que Henrik connaissait des détails intimes sur la vie de Marie et Thomas, leurs difficultés conjugales liées au deuil, leurs disputes sur la conduite des recherches, et même leurs plans pour l'avenir, informations qu'il utilisait pour nourrir ses fantasmes délirants sur son avenir avec Marie. Le procès de Henrik Larsen devant la cour d'assises de Haute-Savoie devint l'un des cas criminels les plus médiatisés de France, attirant l'attention internationale sur les questions de sécurité des travailleurs domestiques et la vulnérabilité des familles face à des prédateurs qui exploitent leur confiance. L'accusation, dirigée par le procureur de la République Claire Dubois, aucun lien de parenté avec les victimes, présenta un dossier accablant incluant les confessions détaillées de Henrik, les preuves médico-légales de la grotte, les enregistrements de surveillance et les témoignages d'experts psychiatriques qui décrivirent la nature pathologique de son obsession. Marie Dubois témoigna pendant 2 jours éprouvants, décrivant non seulement la perte dévastatrice de ses parents et de ses enfants, mais aussi l'horreur de découvrir qu'elle avait été épiée et harcelée pendant des années par un homme en qui toute la famille avait fait confiance. Son témoignage, particulièrement émouvant lorsqu'elle décrivit les derniers moments de joie de ses enfants devant la cheminée le 23 décembre 2016, bouleversa l'assistance et les jurés, beaucoup ne pouvant retenir leurs larmes. La défense tenta d'argumenter que Henrik souffrait de troubles mentaux graves qui altéraient sa capacité de discernement, mais les experts de l'accusation démontrèrent que malgré sa maladie, il avait conservé suffisamment de lucidité pour planifier et exécuter un crime complexe sur plusieurs années, prouvant sa responsabilité pénale. Thomas Dubois témoigna sur l'impact psychologique dévastateur de la découverte, expliquant comment la révélation que Henrik les avait surveillés pendant leurs années de deuil ajoutait une couche supplémentaire de violation et de traumatisme à leurs souffrances déjà insupportables. Les témoignages d'autres employeurs de Henrik révélèrent un pattern de comportement inapproprié qu'ils avaient minimisé ou ignoré, soulignant l'importance de vérifications d'antécédents approfondies pour les personnes ayant accès au domicile privé et aux familles vulnérables. Après 4 semaines de témoignages et 3 jours de délibération, le jury déclara Henrik Larsen coupable de 5 chefs d'accusation de meurtre avec préméditation, le condamnant à la réclusion criminelle à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, une sentence qui fut accueillie par des applaudissements spontanés dans la salle d'audience. La résolution tragique de l'affaire des disparus de Chamonix eut des répercussions profondes sur les politiques de vérification des antécédents pour les travailleurs domestiques en France et sur la sensibilisation aux dangers des prédateurs qui exploitent la confiance des familles. Marie et Thomas Dubois
bien qu'enfin en possession de la vérité sur le sort de leurs proches, furent confrontés au défi de reconstruire leur vie après 7 ans de recherches obsessionnelles et la révélation horrifiante qu'ils avaient été surveillés par leurs bourreaux pendant toute cette période. Marie transforma l'association Retrouvons-les en une organisation nationale dédiée à la prévention des crimes domestiques et à l'amélioration des systèmes de vérification des antécédents pour tous les travailleurs ayant accès au domicile privé. L'association développa un protocole de sécurité complet, incluant des vérifications d'antécédents internationales obligatoires, des systèmes de référence croisés et des formations pour les familles sur les signaux d'alarme comportementaux, qui pourraient indiquer des intentions malveillantes. Le chalet Les Sapins fut transformé en centre de formation et de sensibilisation pour les forces de l'ordre et les travailleurs sociaux, avec le tunnel secret préservé comme outil éducatif pour enseigner les techniques d'investigation et les dangers cachés que peuvent représenter des personnes en apparence dignes de confiance. L'affaire inspira des changements législatifs en France, avec de nouvelles lois requérant des vérifications d'antécédents obligatoires pour tous les travailleurs domestiques et la création d'une base de données nationale pour suivre les employés ayant accès au domicile privé. Des programmes de formation furent développés pour apprendre aux familles comment évaluer et surveiller les personnes qu'elles emploient, incluant la reconnaissance des comportements de surveillance, les techniques de protection de la vie privée et l'importance de maintenir des limites professionnelles appropriées. L'histoire de Henrik Larsen devint un cas d'étude dans les programmes de formation en psychiatrie criminelle et en sécurité domestique, illustrant comment des troubles mentaux non traités peuvent évoluer vers des comportements criminels dangereux lorsqu'ils sont combinés avec des opportunités d'accès à des victimes vulnérables. La grotte où la famille fut empoisonnée fut scellée définitivement et transformée en mémorial, avec une plaque honorant Pierre, Colette, Emma, Lucas et Sophie, rappelant l'importance de la vigilance et de la protection des familles contre les prédateurs qui exploitent la confiance et l'intimité du domicile familial. Aujourd'hui, 5 ans après la résolution de cette affaire traumatisante, l'héritage de la famille Moreau continue de protéger d'innombrables autres familles à travers les réformes de sécurité domestique et les protocoles de prévention inspirés par leur tragédie. Marie Dubois, maintenant reconnue comme experte nationale en sécurité domestique, travaille avec des gouvernements européens pour développer des standards internationaux de vérification des antécédents et des systèmes d'alerte qui pourraient de prévenir des crimes similaires dans d'autres pays. Thomas a consacré ses compétences d'ingénieur au développement de technologies de sécurité domestique, créant des systèmes de surveillance discrète et des dispositifs d'alerte qui permettent aux familles de détecter rapidement les comportements suspects de personnes ayant accès à leur domicile. Le centre de formation Les Sapins accueille chaque année des centaines de professionnels de la sécurité, de travailleurs sociaux et de représentants des forces de l'ordre qui viennent étudier les leçons apprises de cette affaire et développer de meilleures techniques de prévention et d'investigation. Henrik Larsen purge sa peine à vie dans une prison de haute sécurité, où il continue d'être étudié par des psychiatres criminels qui espèrent mieux comprendre les mécanismes de l'érotomanie délirante et développer de meilleurs traitements pour prévenir l'évolution vers la violence. Les protocoles de vérification développés en réponse à cette affaire ont été adoptés par des agences de placement domestique dans toute l'Europe, résultant en l'identification et l'exclusion de dizaines de candidats présentant des risques potentiels pour les familles. L'histoire de Pierre, Colette, Emma, Lucas et Sophie est enseignée dans les écoles de police et les programmes universitaires de criminologie, comme exemple de la façon dont la confiance peut être exploitée par des prédateurs patients et manipulateurs, et de l'importance de maintenir des systèmes de vérification robustes, même pour les personnes qui semblent dignes de confiance. Chaque 23 décembre, Marie et Thomas organisent une cérémonie commémorative au centre Les Sapins, rassemblant des familles qui ont bénéficié des réformes de sécurité inspirées par leur perte, créant une communauté de soutien et de prévention qui honore la mémoire des disparus tout en protégeant les vivants. Le tunnel secret, maintenant sécurisé et utilisé uniquement à des fins éducatives, sert de rappel puissant que les dangers peuvent se cacher dans les endroits les plus inattendus et que la vigilance éternelle est le prix de la sécurité familiale. L'héritage de cette famille tragiquement disparue
vit dans chaque système de sécurité amélioré, chaque vérification d'antécédents qui révèle un danger potentiel, et chaque famille qui dort en paix grâce aux leçons douloureusement apprises de cette nuit de décembre 2016, où 5 innocents furent trahis par quelqu'un en qui ils avaient dû placer leur confiance.